Je pense qu'on va y aller pour s'éteindre dès le début. Du coup, on va tout faire pour qu'ils partent avec une défaite. Alors il y a eu une phrase évidemment qui est ressortie un petit peu sur les réseaux de Paul qui demande de sortir le chéquier. En amateur, t'es pas là pour prendre de l'argent. Du coup, pour moi, c'est n'importe quoi. Après, je pense que lui aussi a la pression, vu que c'est son dernier combat amateur. Après, il passe pro, du coup, il n'y a pas le droit à l'erreur. Est-ce que tu penses qu'il prend des risques en ayant accepté de te combattre? Oui, il prend des risques. Il aurait pu assurer une dernière victoire. Après, là, en m'affrontant, il prend des risques, je pense. Je le remercie d'avoir accepté. Et là, on va faire un gros combat, on va faire une grosse guerre. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui déjà dans un lieu d'exception, le Royal Hotel Hainaut à Valenciennes, si je dis pas de bêtises. Ça, Valenciennes. Et un lieu prestigieux pour une interview, qui le sera aussi, je l'espère, avec un vice-champion du monde tout fraîchement couronné vice-champion du monde, si on peut dire ça comme ça. Alan Landouzi, comment ça va? Ça va nickel, hein. Parfait, et toi, ça va? Écoute, ça va, on a pu récupérer de cette aventure magnifique que vous avez pu suivre évidemment sur la chaîne. Alan, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ces IMAF qui ont été la dernière grosse échéance pour toi en date. Déjà, avant même d'arriver sur place, quand est-ce que tu apprends que tu es sélectionné dans l'équipe de France? J'ai appris un petit mois avant. Du coup, on a été pris au dépourvu un petit peu. Et on s'est préparé, on a fait ça rapidement. Et on s'est bien préparé. Ça a été dur, mais rapide. Est-ce que tu as été surpris de cette sélection qui est peut-être arrivée un petit peu tard parce que ça fait déjà un an et demi que tu performes en France, personne n'arrivait à te battre? Surpris, non, parce que dans ma tête, j'étais sûr d'être sélectionné. Après, j'attendais le feu vert de la sélection. Et une fois qu'on l'a eu, on s'est préparé et on a été. Elle représentait quoi pour toi cette sélection en équipe de France? Ça représente beaucoup. Moi, je voulais revenir avec l'or. Après, on est revenu avec l'argent, mais bon, c'est pas grave. On retournera et on reviendra avec l'or. Justement, ça fait quoi de représenter son pays? Vraiment, tu combats pour toi, évidemment, mais aussi pour l'équipe, pour la France. Qu'est-ce que ça change d'un gala ordinaire ou classique, on va dire? Ouais, ça représente beaucoup pour moi, représenter la France. Et ce qui change, c'est que là, tu combats pour le pays, tandis que pour un événement, tu combats pour ton club. Du coup, ça change beaucoup, je pense. C'est quoi? C'est plus de pression, responsabilité? Tu représentes quelque chose de plus grand? Ouais, je pense que c'est ça. Ça change beaucoup. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus sur ces IMAF? Ça m'a apporté que toute la France, un peu, ils me soutenaient. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me soutiennent. Et ça fait plaisir. Ça change quand même une carrière amateur d'un point de vue, comme tu viens de dire, peut-être la notoriété. Il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages. Ça change quelque chose de participer aux IMAF? Ouais, ça change beaucoup. Les IMAF, ils rapportent beaucoup de notoriété et ça te concurrence avec le monde entier. Du coup, c'est vraiment top. On va revenir concrètement sur l'aspect sportif. Donc, tu démarres la compétition il y a 2 semaines pile, mercredi. Tu sautes le premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tu démarres mercredi et tu démarres directement face au champion d'Europe en titre, un Géorgien, si je ne dis pas de bêtises, un Géorgien. Donc, dès le départ, ce n'était pas un match-up facile. Et comment dire, tu l'as terminé au 2e round, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu n'as pas été mis en danger. Comment tu as abordé ce premier combat, toi, en sachant l'opposition qu'il y avait en face de toi? Moi, comme tu as dit, je commençais mercredi. Du coup, mardi, on a été à la salle, on a été voir le combat. On a bien regardé en détail. On a préparé ça avec Johnny et mon coach qui était sur place aussi. Et on a mis une stratégie en place et tout a marché. Du coup, voilà. C'était quoi concrètement la stratégie face à lui? La stratégie, c'était de défendre la lutte parce que lui était fort en lutte offensive et pas en lutte défensive. Du coup, c'était défendre la lutte, mettre un pied-point en place et si je pouvais contrer ses attaques de lutte. On sait que ton point fort, c'est la lutte. Est-ce que la stratégie, c'était pas de surprendre un petit peu les adversaires dans une compétition où la lutte, c'est très bien que les champions du monde, c'est des lutteurs, ils jouent énormément sur ça. Est-ce qu'il fallait surprendre ces gars-là dans leur domaine? Ouais, c'est ça. Moi, mon but, c'était de me confronter à eux, montrer que c'était moi le meilleur lutteur. Et du coup, on a tout fait pour leur montrer. On a vu à la fin de ce premier combat, donc finish au deuxième round. Ouais. Voilà, là c'est fini. Là c'est fini. Allez. Tu cries
direct. On sent qu'il fallait lâcher quelque chose. Fallait la lâcher, pression, j'imagine. Ah ouais, la pression, c'était énorme. Surtout que là, si tu perds, il me semble, c'était en 8e de finale. Si tu perds, t'es éliminé. Du coup, tu rentres chez toi sans médaille. Du coup, ça, c'est pas possible. Le lieu aussi, j'imagine, la salle, elle est énorme. Il y a du monde qui te regarde, même s'il y a 5 cages. Franchement, on n'en loupe pas une miette. Tout le monde regarde ce qui se passe. Est-ce que ça aussi, ça joue d'arriver comme ça dans une telle arena aussi grande? Ouais, c'est vrai que c'était immense. Hein. Il y avait 5 cages, comme tu as dit. Et ouais, faut pas que tu te loupes. Du coup, tu donnes tout et tu es obligé de revenir avec la victoire. Tu l'as dit, si tu perds, tu sors de la compétition. C'est le format des IMAF qui est très spécial, où tu combats quasiment chaque jour pendant une semaine. Toi, je sais que tu avais aussi un petit peu le poids à gérer. Chaque soir, on t'a filmé pendant le cutting notamment, avant ta demi-finale, il me semble. Est-ce que tu penses que le mieux, c'est de combattre à un poids pour lequel on doit limite un petit peu cutter chaque soir de compétition, ou est-ce qu'il vaut mieux combattre à un poids, on va dire pas naturel, mais un poids de forme sur lequel on est descendu déjà et ne pas avoir besoin de cutter chaque soir là-bas? Bah pour moi, tu es obligé de faire un petit régime ou cutter. Tu es obligé parce que les Ouzbeks, tout ça, eux, ils cuttent. Hein. Du coup, si toi, tu cuttes pas, tu es désavantagé. Du coup, bah, pour moi, tu es obligé de cutter un minimum. Même sur une compétition comme ça chaque jour, tu le ressens, cette différence de poids qui peut être allée de peut-être 2-3 kilos? Ouais, 2-3 kilos, tu ressens beaucoup. Même sur une vue extérieure, on ne ressent pas spécialement. Mais nous, en tant que combattants, 2-3 kilos, tu ressens. En demi-finale, il me semble que tu gagnes à la décision unanime. Ouais. Pareil, tu déroules sur les 3 rounds avec un nombre d'amenés au sol qu'on n'a même pas compté. Il y en avait énormément. Lève, lève. Tu te poses. C'est ça, stabilise. Voilà. Jusqu'à la finale, donc des 8e jusqu'en demi-finale, comment tu t'es senti globalement? Est-ce que tu as senti un réel danger ou une concurrence qui pouvait te faire perdre à un moment donné? Non, franchement, de la 8e à la demi-finale, tout s'est bien passé. On a bien étudié les adversaires, on a mis une bonne stratégie en place et on n'a pas été mis en danger. Du coup, c'est qu'on a bien préparé ça. Et voilà, après la finale... On va en reparler de toute façon. Mais est-ce que tu penses avoir surpris tes adversaires là-bas qui probablement étaient plus habitués à ces compétitions-là que toi? Il y en a qui ont déjà participé aux IMAF. On l'a dit, il y a déjà eu des champions même que tu as battus. Est-ce que tu penses que tu les as surpris, notamment avec ta lutte ou même avec d'autres aspects du combat? Surpris, ouais, je pense. Parce que déjà, le Géorgien, il s'attendait à ce que je le lutte en premier. Sauf qu'on a mis une bonne stratégie, du coup, je l'ai contré. Et je pense, ouais, je l'ai surpris. Ouais. Tu as déroulé jusqu'en finale. Le jour des finales, il faut le savoir, c'est un petit peu spécial. C'est différent de la semaine, puisque là, vraiment, c'était blindé. Toutes les tribunes étaient complètes, que ce soit pour les seniors ou pour les juniors. Tu arrives en finale, déjà, qu'est-ce que tu sais de ton adversaire qui était un local, qui était un Ouzbek? Du coup, sur mon adversaire, on l'avait bien étudié. Et je savais qu'il était champion ouzbek de lutte, champion ouzbek de MMA. Et du coup, on savait qu'il y avait une grosse lutte. Après, on se méfiait du pied-point aussi, parce qu'il y avait mis un beau KO en demi-finale, il me semble. Et du coup, on savait qu'il était un peu complet. Du coup, on se méfiait sur tous les domaines. Moi, je voulais revenir sur ce combat, notamment parce que face à un lutteur et un local, c'est toi qui as entrepris le plus la lutte. C'est toi qui as cherché à l'amener au sol. Ça a marché parfois, des fois, il a réussi à te contrer. Est-ce que justement, ça faisait partie du game plan de ne pas le laisser imposer sa lutte et d'y aller en premier quelque part? Ouais, c'est ça. Après, comme je t'ai dit juste avant, je voulais montrer que c'était moi le meilleur lutteur. Du coup, on a tout fait pour montrer. Même s'il a réussi à défendre quelques amenés, moi j'ai réussi à l'amener. Du coup, je pense qu'on a réussi à montrer ça. Il y a eu une phase dans ce premier round où tu dois l'amener au sol. Il s'accroche à la cage, ça renverse les positions et ça le fait gagner le premier round concrètement. Comment tu gères ça pendant le combat? Toi, tu sais que tu dois l'amener au sol. Est-ce que tu sens qu'il s'accroche à la cage? Non, pas du tout. Moi, pendant le combat, j'ai rien senti. C'est quand j'ai regardé la vidéo que j'ai vu ça. Et du coup, le fait qu'il se tient à la cage, il a su prendre mon dos. Mais après, j'ai pu sortir du round. Du coup, c'est ça qui lui a fait prendre le premier round, quoi.
Et à quel point, toi, ça t'a, j'imagine, dégoûté de voir ça à la vidéo? Tu dis que le combat se joue peut-être sur ça? Ouais, c'est ça, ça s'est joué sur ça, je pense. Parce que normalement, il aurait dû avoir une pénalité ou recommencer dans une bonne position. Et l'arbitre, il l'a pas fait, du coup, bah voilà. Toi, tu le sens dans ce combat que tu es bien, que ça se passe plutôt bien pour toi, ou tu sens que, notamment lors du dernier round, que tu as du retard qu'il va falloir peut-être accélérer ou le finir? Ouais, c'est ça, j'avais un petit retard vu qu'il prend les 2 premiers rounds. Du coup, bah, je me devais de finir le combat. On a tout fait, on n'a pas réussi. Du coup, on est parti à la décision. Je gagne le dernier round et lui il prend les 2 premiers. Du coup, on perd la décision. On a même vu que tu as essayé de le chauffer et tu nous as fait le Max Holloway en pointant le centre. Ça, comment ça te vient à l'esprit, Bah, ça, en finale des images comme ça? C'était le dernier désespoir. Du coup, c'était le seul choix. C'était de mettre un KO au dernier moment parce que j'avais tout fait, j'avais pas réussi. Du coup, c'était le seul choix qui me restait. Tu l'as dit, ça se termine à la décision. Et il faut préciser que c'est une split decision. C'est-à-dire que c'est une décision partagée. Il y a un des juges qui te voit vainqueur. Quand tu apprends que c'est une décision partagée, est-ce que tu as des regrets ou pas? Tu te dis que en fait, ça s'est joué à vraiment rien, à peut-être moins que ce que toi tu pensais. Ouais, c'est ça. Après, des regrets, faut pas en avoir des regrets. Faut retourner travailler, revenir plus fort. Et là, tu t'arracheras tout la prochaine fois, c'est tout. À la fin de ta finale, quand tu retournes dans la zone d'échauffement, voilà, que ton combat est terminé, tu as été très touché par cette défaite. Il y a toute l'équipe qui est venue te réconforter. C'est quoi ta relation avec la défaite? On voit que tu les prends vraiment très à cœur. Et je sais que tu as pris très à cœur aussi ta disqualification au dernier championnat de France. Comment tu gères la défaite, toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi ta relation avec? Bah, pour moi, la défaite, c'est très dur à digérer, ouais, comme tu as dit. Moi, je suis là pour gagner. Du coup, bah, quand tu te prépares, quand tu fais une grosse préparation et que tu perds, bah, c'est difficile à digérer, hein, forcément. Sur le moment même, tu es un peu déçu. Mais après, le lendemain ou quoi, faut retourner charbonner, hein, c'est tout. Et j'imagine que tu n'as plus du tout envie de revivre ça. Ah non, franchement, non. Du coup, on travaille encore plus dur. Qu'est-ce que tu en gardes finalement de ces IMAF? La finalité, l'or n'est pas là, mais il y a un parcours qui est tellement magnifique jusqu'en finale. Et même en finale, qu'est-ce que tu en gardes? Moi, qu'est-ce que j'en garde? C'est que c'était un très bon souvenir. On a passé une semaine inoubliable, même si elle était très, très, très dure. Bah, franchement, c'était le top. On avait une grosse team, on a ramené des belles médailles. Franchement, c'était le top. Et tu l'as dit, c'est une semaine qui est très dure. À quel point tu penses que ça va t'apporter, toi, en tant que combattant, et même pour la préparation de tes futurs combats, à quel point ça va t'aider d'être passé par une semaine aussi dure aux IMAF? Bah, ça forge ton mental déjà. Du coup, t'es forgé mentalement, ça te grandit. Du coup, t'es encore plus fort qu'avant. Qu'un événement, tu te prépares pour un adversaire. Là, aux IMAF, tu te prépares pour 20 adversaires potentiels. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Tu l'as dit, après les IMAF, c'est retour au travail. On sait que tu es un gros charbonneur avec peu de moyens. Je t'avais déjà rencontré il y a quelques mois, en début d'année, il me semble. Ça, ouais. L'interview est toujours disponible sur la chaîne. Ben voilà, bienvenue à Ecopont, c'est dans ma salle, c'est ici que je m'entraîne tous les jours. Et venez avec moi, je vais vous faire visiter. Ça a l'air assez rustique. Ouais. En vrai, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? On voit que ici, on s'entraîne, on va dire, dans un petit conteneur, on va dire. Parce que, tu vois, la salle, c'est une salle, c'est un préfabriqué. Voilà, du coup, ici, on est au cours des petits. Regardez. Là, du coup, voilà nos vestiaires. Voilà. C'est ici qu'on change avant d'aller à l'entraînement. On voit une petite tache. Ouais, c'est vraiment pas terrible. On a quoi? On a 3 mètres carrés là? Ouais, c'est ça. Pour 30 gars, tu vois, c'est chaud. Hein. Voilà, on sait que ta salle n'est pas incroyable. C'est vraiment le minimum du minimum. Il y a un tapis de lutte et puis ça y est, on s'envoie. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour arriver aux IMAF, faire vice-champion du monde pour une première participation en s'entraînant avec si peu de moyens?
Bah, toi-même, tu sais, hein, tu étais venu aux entraînements, tu sais comment on travaille. Les entraînements, ils sont très durs. On travaille plus que tout le monde. Du coup, bah, c'est là, les résultats, ils sont là. Tu es persuadé de t'être préparé plus que n'importe qui, que tu travailles plus que n'importe qui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu le sais, toi? Bah, parce que je le sais, je vois comment les autres ils travaillent. Et nous, nos entraînements, ils sont durs tous les jours. Le matin, le soir, ils sont durs. Et comme tu as dit, on a peu de moyens. Du coup, on n'a pas le choix de travailler plus dur que les autres. Est-ce que c'est une fierté, ça, pour toi, de venir d'un endroit vraiment pas très connu en France, de la ville d'Écopont, et de sortir un petit peu du lot comme ça, de surprendre un peu le circuit français? On se dit, wow, regardez ce mec, il sort voilà, d'une petite salle comme ça, on ne sait même pas c'est où en France, et pourtant il arrache tout le monde concrètement. C'est une fierté pour toi, ça? Ouais, c'est ça, c'est une fierté. Après, c'est sûr, c'est dur, hein, c'est compliqué d'évoluer dans une petite salle où il n'y a pas beaucoup de combattants. Mais ouais, c'est une fierté. Ouais. Dans cette salle, tu vas préparer, j'imagine, ton prochain combat, qui aura lieu le 10 janvier au Zénith de Paris, à l'Hexagone. Ouais. C'est un combat que beaucoup de monde attend. Je pense qu'en France, sur les prochains mois, on a Saladin Parnasse Wilson Varela le 20 décembre. Ouais. C'est le combat que tout le monde attend actuellement. Et tout de suite derrière, à mon avis, ça va enchaîner sur le vôtre. Donc toi, face à Paul Denis Navarro. Déjà, pour revenir sur comment ce combat s'est fait, comment il a été mis en place, il faut revenir le 21 septembre dernier au PEF. Tu remportes ton combat face à Bilal Boulama, si je ne dis pas de bêtises. Et puis à la fin, tu prends le micro et tu décides de call-out Paul. Déjà, pourquoi le call-out lui? Bah, avec ma team, on en avait déjà parlé entre nous. On pensait l'affronter, après ça s'est pas fait. Et du coup, bah, là, j'avais envie de l'affronter avant qu'il passe pro. Du coup, bah, je l'ai call-out. Et voilà. Du coup, ça fait déjà quelques temps que tu voulais l'affronter. Ouais, c'est ça. Surtout que sur le classement Tapologie, il était premier. Et moi, vu que je veux tout le temps affronter les meilleurs, bah, c'était le numéro 1. Du coup, bah, voilà, je voulais le prendre. Du coup, à la fin de ton combat au PEF, tu sais qu'il est dans la salle, j'imagine. Ouais. Tu le call-out, il monte au niveau de la cage. Là, il y a un petit face-à-face avec le grillage entre vous deux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, on s'est dit, moi je voulais le combattre au PEF 6. Après, il n'a pas voulu, il m'a dit de venir à l'Hexagone. Du coup, bah, moi, après, mon manager, qui est mon père, et on a discuté avec l'Hexagone et voilà, ça s'est fait. Alors, il y a eu une phrase, évidemment, qui est ressortie un petit peu sur les réseaux, de Paul qui demande de sortir le chéquier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que pour toi, c'est normal que les amateurs à votre niveau en France aient des primes plus ou moins grosses, on va dire? Ou pour toi, non, c'est tout simplement de l'amateur, il faut s'affronter. On ne peut pas demander de grosses primes à ce niveau-là, ou en amateur en tout cas? Pour moi, c'est ça. L'amateur, c'est fait pour plus tard passer pro. Du coup, bah, tu es obligé de rencontrer tous les meilleurs. Et franchement, l'argent, tu verras ça plus tard. En amateur, tu n'es pas là pour prendre de l'argent. Du coup, bah, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est quand même bien, c'est quand même gratifiant, ça fait plaisir et ça fait du bien de recevoir une bonne prime quand même, même en amateur. Ouais, c'est ça. Surtout que l'amateur, normalement, tu ne dois pas gagner de l'argent. Du coup, bah, même que tu ne gagnes pas beaucoup, bah, ça te met bien. Hein. Toi, tu aurais pris Paul pour limite pas d'argent? Bah non, quand même pas, parce que lui, il prend de l'argent. Du coup, bah, il te faut un minimum quand même. Ah, j'espère que du coup, tu as une certaine contrepartie également, qu'il n'y a pas que lui qui va prendre un gros chèque. Ouais, non, je vais pas prendre un gros chèque, mais voilà, un petit chèque quand même. Ce combat, il aura lieu donc le 10 janvier prochain au Zénith de Paris, à l'Hexagone MMA. Comment tu l'abordes ce combat, sachant que tu ressors des IMAF il y a à peine 2 semaines et demie? Il y a une grosse fatigue engendrée là-bas. Est-ce qu'on renchaîne directement sur une prépa derrière, ou il faut quand même prendre d'abord un break, quitte à réduire la préparation pour le combat derrière? Ouais, nous, on a pris un petit break, une petite pause. Et là, on a réentamé la préparation. Et là, on recommence à charbonner. On se prépare pour être prêt le 10. Hein. Ça te fait quand même 2 grosses échéances en l'espace de 2 mois. Les IMAF sur une semaine et 2 mois après, pile 2 mois après, le combat face à Paul. C'est les deux plus grosses échéances de ta carrière jusqu'ici? Ouais, je pense que c'est les 2 plus grosses, ouais. Je pense, ouais. Qu'est-ce que tu sais de Paul, que ce soit sur son style ou même en tant que personne? Bah, je sais qu'il est complet, il y a une bonne anglaise. Mais franchement, je pense que ça va faire
un vrai combat, on va faire une vraie guerre. Il était premier au classement, toi tu voulais affronter les premiers. Désormais, tu es devant lui au classement. Qu'est-ce qui fait que tu as quand même envie de l'affronter? Parce qu'on fait partie des meilleurs, je pense. Du coup, faut montrer au monde amateur français que c'est qui le meilleur. Du coup, on verra ça le 10. Hein. Suite à tes combats aux IMAF, il y a des vidéos, bien sûr, comme les miennes, qui ont été postées sur les réseaux, où on voit des compilations de ton combat. Et il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui s'inquiètent pour Paul, parce qu'ils pensent que voilà, tu es meilleur. Alors évidemment, ça se base sur les images où tu gagnes tes combats, donc c'est normal. Mais comment toi tu le vois, ce combat? Est-ce que tu penses aujourd'hui être vraiment meilleur que lui? Est-ce que ça reste un bon challenge pour toi, Paul? Ouais, meilleur que lui, ouais, je me vois meilleur que lui. Après, faut pas être sûr de soi. Faut se préparer, parce que lui, il s'est bien préparé pour moi, je pense. Surtout qu'à l'US Métro, ils peuvent mettre les moyens pour se préparer pour des bons combats. Du coup, nous, on va bien se préparer aussi. Je ne le prends pas du tout à la légère. Et on va faire une grosse guerre le 10. Surtout que Paul ressort d'un énorme chaos infligé, donc il est forcément en confiance. Est-ce que ça peut t'inquiéter, toi, ou éventuellement te mettre en danger? Voilà, son striking, on sait qu'il est très bien guidé par Johnny également dans son coin. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te méfies, son striking? Ah ouais, je me méfie, ouais. C'est clair, je me méfie. Après, il faut se méfier de tout le monde. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire ça et on va continuer. Tu t'es engagé avec l'Hexagone, du coup, tu as signé un multifight? Ouais, c'est ça, j'ai signé pour 3 combats. Comment elle s'est faite cette signature? Tu l'as dit, toi, tu voulais combattre Paul au PEF. Au final, tu pars à l'Hexagone. Déjà, par rapport au PEF, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette orga? Il me semble que sur 5 éditions, tu as combattu 5 fois là-bas, tu as pris les ceintures, tu n'as que des victoires. Qu'est-ce que ça t'a apporté de combattre là-bas? Franchement, j'ai grandi avec le PEF. Ils m'ont fait monter. Et je remercie le PEF, je remercie Soeb, Linda. Ils m'ont fait monter. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Alors, ils t'ont fait monter, mais dans la difficulté. Hein. Ils t'ont envoyé des bons adversaires. Hein. Je pense à Ryan de la Old School, Bilal Boulama, et encore d'autres que j'oublie. Tu pourrais les citer mieux que moi, je pense. Ouais, il y a Gassian aussi. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait justement, tu penses que même face à de grosses oppositions comme ça, tu as toujours fait le taf et tu as toujours été dominant sur tes combats? C'est la motivation, la discipline. On se prépare tous les jours. Vraiment tous les jours. Du coup, on est prêt le jour J. Je me prépare dur. On va faire une grosse préparation et on va faire un gros combat. Pour l'avoir call-out, c'est que tu es sûr de toi. Ou du moins, tu veux ce combat et que tu sais que tu peux le gagner logiquement. Est-ce que ça ne te met pas sous pression de l'avoir call-out justement? Parce qu'en général, celui qui call-out, c'est celui qui veut affronter le gars et qui, logiquement, pense pouvoir le battre. Ou alors, il y a quelque chose à aller gratter avec ce gars. Mais est-ce que toi, ça ne te met pas une pression d'avoir call-out, Paul? Ouais, si, c'est ça, ça te remet une pression en plus. Après, je pense que lui aussi a la pression, vu que c'est son dernier combat amateur. Après, il passe pro, du coup, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et moi non plus, j'ai pas le droit à l'erreur. Est-ce que tu penses qu'il prend des risques en ayant accepté de te combattre? Et pour quelle raison tu penses qu'il a accepté ce combat qui est son dernier amateur et qui probablement va être l'un de ses plus durs combats? Ouais, il prend des risques. Il aurait pu assurer une dernière victoire. Après, là, en m'affrontant, il prend des risques, je pense. Mais après, s'il prend ce combat, c'est qu'il pense être prêt. Je le remercie d'avoir accepté. Et là, on va faire un gros combat, on va faire une grosse guerre. Et on va tout faire pour faire kiffer le public. Toi, tu vises quoi sur ce combat? Une victoire dominante, un finish? Ouais, une victoire dominante. Pas forcément de finish, mais on va faire une grosse performance. Est-ce que intérieurement, tu te dis que c'est le gars qui te reste à battre en France et que si tu le bats, il n'y a plus de débat en amateur? Concrètement, tu as battu tout le monde ou tu as fait ce qu'il fallait? Ouais, c'est sûr, en France, il n'y a plus personne. Après, il faut aller chercher le monde amateur. Le 10 janvier, tu vas combattre au Zénith de Paris, qui est une salle mythique, assez grande, et quand elle est blindée, ça fait du bruit. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour toi de combattre en France, dans un Zénith qui sera plein, à Paris, donc ce sera probablement du public plus du côté de Paul? Comment tu l'abordes tout ça? Comment tu le prends? Après, moi, j'ai du monde de mon côté, ils vont se déplacer. Du coup, ils vont mettre de la voix et on va faire du bruit, tous ensemble. Tu as toujours le public du Nord qui vient, qui te suit, hein, même au PEF. C'est ça, ils vont me suivre partout. C'est un combat qui médiatiquement
fait déjà beaucoup parler et qui va faire encore plus parler à l'approche du combat. Est-ce que tu calcules quand même tout ça, tout ce qui se dit, que ce soit du côté de Paul, de ton côté, ou ce que les gens peuvent dire dans des podcasts? Est-ce que tout ça, tu regardes un petit peu ou tu fais abstraction? Non, franchement, je calcule pas trop. Après, je regarde de temps en temps pour m'intéresser un peu. Mais sinon, je calcule pas trop. Et je reste focus sur le combat le 10. Quand on call out quelqu'un comme ça, forcément, il y a obligatoirement une certaine tension qui s'installe dans le call out. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est tendu entre vous? Est-ce qu'il y a une certaine animosité entre vous ou pas du tout? Bon, il y a une petite tension, mais sans plus. On va se rencontrer le 10. On est là pour faire une grosse guerre. Du coup, bah voilà, sans plus. Hein. Comment tu le visualises, ce combat? Bah, je pense qu'on va y aller pour s'éteindre dès le début. On va faire une grosse guerre du début à la fin. Ouais. Du coup, bah, on va tout faire pour qu'il parte avec une défaite. Hein. Dernière question pour conclure. Qu'est-ce qui représente ce combat du 10 janvier pour toi? Bah, ça représente tout. Chaque combat, pour moi, il est déterminant sur ma carrière. Du coup, bah, on va tout faire pour amener la victoire. Bah, écoute, Alan, merci beaucoup pour cet échange. Ouais, Denis, merci à toi. 1 mois et demi de ton combat face à Paul. Les amis, prenez tout de suite vos places, que vous soyez de région parisienne, du nord, du sud ou de n'importe où en France ou même à l'étranger. Si vous avez les moyens, venez le 10 janvier au Zénith de Paris à l'Hexagone MMA pour le combat d'Alan face à Paul, qui s'annonce un banger total, ça va être le bordel. Il y aura aussi plein d'autres combattants, Mathieu Leto, il me semble, Walid Tandia et encore d'autres. Donc les gars, soyez au rendez-vous. Alan, merci encore une fois pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Denis. On te souhaite une excellente préparation. Merci. Et on espère vraiment que tu seras au top de ta forme pour ce combat que tout le monde attend. Merci, Denis, merci. Merci, Alan.